RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue comme d'habitude dans votre émission du 13h dans Les Masques Tombent. Pour revoir cette interview, direction notre chaîne YouTube et bien évidemment en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir un grand artiste sous le nom de Gilbert Coquelin, artiste aux revendications et parti pris bien particuliers. On en parlera justement durant ces 30 minutes. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux pour observer le travail de Gilbert Coquelin et ses diverses réflexions. On va en apprendre plus dans quelques instants. Bonjour Gilbert, ravi de te recevoir, comment vas-tu ? Bonjour et merci pour l'invitation. C'est du live, c'est très excitant. Et je suis ravie que tu sois à mes côtés en tout cas. Alors, on va parler de tout ce que tu fais. Tu es un artiste multiple talent. Tu es président aussi du CDRAO, le Centre de documentation, recherche, application des offensives. Président des éditions L'Armée recrute, fondateur aussi du perturbationnisme. Et je citerai aussi plus tard les autres fonctions. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer tout simplement, nous expliquer en détail ce qu'est le CDRAO ? Alors le CDRAO, donc c'est une structure associative qui regroupe des hommes et des femmes qui travaillent autour de la notion de la perturbation et de l'offensive. Donc une offensive, c'est un ensemble de perturbations. Mmh. Et donc c'est une matière artistique, la perturbation, qui existe depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe et qui existera bien après le CDRAO. Et donc nous, le but du jeu, c'est de documenter donc ce qui a été fait à l'époque et ce qui se fait actuellement. Rechercher, donc imaginer ce qui va se faire dans le futur et appliquer également. Donc on est également sur le terrain à mener des perturbations et des offensives. Mmh. Et à côté de cela, tu es aussi président des éditions L'Armée recrute, c'est bien ça ? Oui, donc effectivement, donc l'association maison édition L'Armée recrute et la maison d'édition du CDRAO. Mmh. Donc on a voulu séparer donc l'aspect livre de l'aspect recherche. Ouais. Mmh. Et tu parlais justement du perturbationnisme, on va en parler un petit peu, on en développera aussi un peu plus tard. C'est une notion que je trouve un petit peu intrigante parce que tu es considéré comme un artiste qui perturbe, donc tu es le fondateur encore une fois du perturbationnisme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste alors ? Donc c'est un mouvement artistique qui réunit différentes personnes, d'ailleurs qui est ouvert à tous, donc artistes ou non, on n'est pas obligé d'être artiste pour faire partie du perturbationnisme, et d'ailleurs on peut l'alimenter sans forcément en ayant conscience ou en ayant connaissance de ce mouvement artistique. Mmh. Donc comme je l'ai indiqué, donc la notion de perturbation, elle fait partie de l'humanité, et donc on a voulu créer un mouvement artistique et en même temps un mouvement de pensée, un mouvement idéologique. Mmh. Et voilà, on est au début, donc ça fait quelques mois que le perturbationnisme est lancé, en tout cas de manière officielle. Mmh. Et donc on va voir à l'avenir là où ça nous mène. Ouais. Alors tu dis de manière officielle, puisque comment ça s'est passé les fondations avant, et tout simplement aussi comment ça t'est venu cette idée et ce parti pris artistique aussi ? Donc effectivement, de manière officielle depuis le 1er novembre. Après, ça a émergé avant, donc il a fallu structurer donc le tout. Et en fin de compte, la genèse, c'est dans ma production artistique, mais surtout la pierre, la plus grosse pierre, on va dire, c'est l'offensive écocide. Mmh. Qui s'est menée à Nancy, à Issy-les-Nancy exactement, au Buffalo Grill. Et sur la statue du Buffalo Grill où j'ai fléché donc ce bison, j'ai été donc contrôlé donc par les forces de l'ordre, placé en garde à vue, j'ai subi une expertise psychiatrique et quelques mois plus tard, j'ai été condamné par la justice pour ce fait. Mmh. Et donc pour moi le but était de placer le terme écocide, donc c'est un terme juridique pour la reconnaissance des crimes contre l'environnement. Mmh.
Voilà. Et donc là, pour moi, j'étais dans ce travail assez loin d'une performance, donc dans ce qu'on peut appeler les arts visuels, donc une performance. Et je me suis dit, il faut que je me détache de ce mot que je n'aime pas, déjà d'une. Et également, je voulais m'émanciper de certaines choses que j'avais pu apprendre en tant qu'autodidacte. Et donc ensuite, j'ai rencontré différentes personnes, différentes structures. En particulier donc les artistes de l'art visuel et ensuite j'ai voulu l'inscrire dans un esprit collectif et donc voilà, c'était parti. Alors tu dis ne pas aimer le mot performance, est-ce que tu peux un peu plus développer là-dessus? Parce que déjà, on est assez loin de l'esprit de naissance de la performance des années 60, etc. C'est un mot qui a perdu beaucoup de son sens, et d'autant plus que maintenant, dans la société, le mot performance est en lien avec la compétition, en lien avec le sport, en lien avec un devoir de résultat. Et c'est un mot que j'ai jamais apprécié, mais comme beaucoup d'autres mots dans l'art, au final, parce que c'est des mots qu'on nous impose, comme le vernissage. Moi avant, donc je connaissais pas du tout le milieu de l'art, et le mot vernissage me faisait énormément peur, et c'est toujours le cas en fin de compte. C'est généralement des mots qui écrasent et qui n'ouvrent pas entre guillemets les gens en fait. Donc c'est ta façon de penser au niveau artistique aussi. Et au niveau de tes multiples talents, alors tu es aussi intervenant scolaire. Quelles sont alors les natures de tes interventions dans le milieu scolaire? Donc effectivement, pour moi, l'important en tant qu'artiste, c'est d'aller au-devant des gens et non aux personnes d'aller vers moi ou dans mon atelier, dans mon exposition. Donc c'est pour cela que les expositions, pour moi, je vais y mettre un terme et aller au-devant, entre guillemets, des gens est bien plus important pour moi, aller au-devant de la société, de l'espace public, et donc en particulier des jeunes. Donc les jeunes en milieu scolaire, j'en fais de nombreuses interventions en lien avec la perturbation. Comment appréhender la perturbation, comment perturber son espace public, comment perturber son quotidien. Et donc ça peut être différentes tranches d'âge, et ça peut être aussi bien dans les milieux scolaires artistiques, les lieux d'enseignement, et ça peut être aussi bien de la primaire à l'université en fait. Et de la primaire à l'université, est-ce que la nature de tes interventions sont les mêmes selon les âges? Non, j'adapte forcément le contenu, la forme, le langage, mais schématiquement, un enfant de CM1 peut comprendre la perturbation, et un grand universitaire ou un théoricien de l'art peut comprendre la perturbation. Donc c'est ça aussi c'est une volonté d'accessibilité pour moi qui est assez important. Alors, et en dehors de ça aussi, tu es membre du conseil d'administration de la Fédération de l'art urbain. C'est donc encore une fois un parti artistique, l'art urbain pour toi? Parce que j'ai commencé déjà dans la rue, je suis toujours actif dans la rue. Donc pourquoi la rue? Donc tout simplement, donc, comme généralement quand les portes sont fermées, la rue est un lieu ouvert, donc qui permet de s'exprimer. J'ai travaillé plus de 10 ans dans la rue, donc soit en indépendant, soit effectivement en travaillant avec des institutions. Et donc, par conséquent, il y a une histoire, il y a des hommes et des femmes, il y a cette fédération qui regroupe beaucoup d'identités. Donc, ça va aussi bien de l'art contemporain, du graffiti vandale. Donc, ça regroupe toutes les identités de l'art urbain, son passé, son présent, son futur. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la fédération de l'art urbain. Et on mène des actions assez globales sur toute la France, aussi bien artistiques, légales, des sessions d'information, de la recherche également. Donc c'est assez complet. Ouais. Alors tu viens de le dire, ça fait plus de 10 ans que tu travailles dans la rue. Tu es actif depuis 2008 aussi à travers des dispositifs que tu proposes dans l'espace public. Tu dis varier les supports. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette variation de supports que tu utilises alors? Donc oui, effectivement. Donc généralement, c'est plus l'envie ou l'idée qui me met en action, ou qui met l'association en action. C'est pas forcément une technique, même si c'est assez important, mais c'est montrer également donc une palette de créations possibles
voilà, on nous a appris donc les arts majeurs, la peinture, la sculpture, etc. Et donc on peut avoir d'autres façons de créer, et ensuite qu'on essaye de rendre accessible et duplicable donc par d'autres personnes. Par le biais de protocoles où rien que le fait de montrer que c'est possible, donc d'autres personnes peuvent prendre l'initiative de créer des perturbations, effectivement. Et au niveau de tes créations, alors, est-ce que elles sont toujours, raconte-nous un petit peu, est-ce qu'elles sont toujours innovantes ou est-ce que tu essayes justement d'essayer des nouvelles techniques et de vouloir raconter de nouvelles histoires? Donc effectivement, donc le but du jeu, c'est de raconter d'autres histoires, de mener d'autres combats, de prendre la parole, d'investir l'espace public. Donc oui, le but du jeu, c'est de continuer. Oui. Oui. Et comment tu procèdes alors pour justement ces réalisations, tout simplement? Donc généralement, ça peut partir de deux aspects, soit d'une thématique. Par exemple, on va partir sur une thématique écologique, ensuite on va pointer un petit peu plus précisément la thématique écologique et ensuite comment résoudre ou alors évoquer le sujet ou alors comment rendre disponible cette thématique dans l'espace public. Et ensuite donc ça se passe surtout par la réflexion, en fin de compte, il n'y a pas de production d'objets d'art. Et ensuite, c'est mettre en application, donc faire preuve de stratégie, faire des énoncés, préparer des différents scénarios, réfléchir sur les différents intervenants qui vont intervenir dans l'offensive. Voilà, donc ça peut être le premier aspect. Ou alors, au contraire, c'est quelque chose qu'on subit, donc qui est directement présent, donc comme ce qui s'est passé avec l'offensive visibilité, donc avec la mairie de Villers et les Nancy, où j'ai été invité pour produire une exposition. Le fait étant que j'étais pas rémunéré pour faire cette exposition, donc par conséquent, j'ai mené directement une offensive. Le sujet est venu à moi, en fait. Et tu dis justement que dans l'espace public, il y a de la réflexion aussi dans tes réalisations. Est-ce que du coup, c'est quelque chose d'assez instinctif et inné ou c'est quelque chose qui va être travaillé? Raconte-nous. La perturbation, donc comme j'ai dit, donc elle fait partie intégrante de nos vies. Après, il y a différentes personnalités, mais qui se travaillent. Et puis d'ailleurs, il y a pas de vérité en soi. Donc il peut y avoir les perturbationnistes de nature, donc ceux qui apprécient la perturbation et qui aiment en réaliser. Il y a les perturbaphobes, ceux qui généralement ont plus peur de la perturbation. Mais par exemple, les perturbaphobes, donc c'est des personnes qui sont très intéressantes pour le CDRAO, tout simplement parce que on a besoin d'une multiplicité de personnes qui ont des vécus différents avec la perturbation. Donc pour pouvoir justement travailler ensemble. Et tu dis aussi que tu réussis à proposer des alternatives à l'engourdissement ou à la lenteur inéluctable des sociétés qui obéissent fatalement aux normes. Donc tu t'opposes fatalement aux normes, si c'est bien ça. Là, par exemple, comme à la mairie de Villers-les-Nancy, donc là, la norme, c'est de ne pas payer les artistes. Donc, par conséquent, j'ai dû répondre à l'absurde par l'absurde en proposant une exposition du vide. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu obtenir des résultats et donc qui vont se poursuivre par la suite. Ouais. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis aujourd'hui avec Gilbert Coquelin pour parler de ses multiples talents artistiques. Retrouvez-le notamment sur les réseaux sociaux. Alors Gilbert, aussi tu te positionnes dans le rôle de l'artiste comme élément perturbateur, où on l'a bien démontré, dans les registres collectifs aussi du savoir-vivre, savoir-faire et savoir-être. Quelle place alors ils ont ces trois savoirs dans ta vision artistique? Tout simplement comme tout homme, toute femme, on est régi par des cadres très grands comme la société, des cadres moraux, des cadres d'environnement, de territoire. Et le but du jeu, c'est de les remettre en question, non pas pour voilà, donc oui, c'est ça, les remettre en question pour éventuellement apporter un cadre soit plus élargi, soit un cadre plus agréable, ou alors au contraire rentrer en contestation de ces cadres. Donc c'est seulement avec l'évolution qu'on
peut justement continuer notre société et notre vie en fait. Donc c'est contre l'inertie, éventuellement de certaines personnes ou de certains corps de métier qui font que pour certaines personnes c'est confortable que ça ne bouge pas en fait. Et aussi, encore une fois, dans ton intérêt artistique, on trouve ces répertoires d'habitude et d'attitude dont tu dis éprouver les limites. Ça te permet aussi de créer des espaces de liberté. Ah oui, effectivement. En fin de compte, l'immobilité qu'on peut voir dans la société sur différentes thématiques, mais même des fois les grandes causes, mais des fois sur des petits détails, parce que la perturbation peut être plus ou moins forte. Tout est régi par des règles, donc soit on subit cette règle, soit au contraire on essaie de la transformer. C'est un peu comme la perturbation. Par exemple, la perturbation est vécue généralement comme quelque chose de négatif. Quand il y a une perturbation météo, par exemple, ça veut dire que la pluie arrive, et donc généralement on est déçu. Sauf que ça fait partie de l'essence même de notre survie en fait. Donc c'est un peu rendre moins négatif la perturbation, pouvoir s'en saisir et pouvoir faire une matière artistique et pouvoir créer avec. Oui. Et tu t'appuies aussi sur des techniques de production, donc d'effets humoristiques. Pourquoi l'humour alors prend cette place dans ton art ? Pour plusieurs raisons, déjà personnelles, malgré que moi personnellement je me considère pas comme quelqu'un de drôle, mais ça a toujours été une matière pour moi dans l'art. Deuxième raison, c'est que dans l'art, l'humour est sous-représenté et généralement on s'éloigne entre guillemets de l'humour. On a pu voir dans l'histoire de l'art, dans les beaux-arts, des thématiques très éloigné de l'humour et généralement c'est quelque chose qui n'est pas exploré en termes de création. Comme la honte par exemple, c'est une émotion humaine fréquente que j'éprouverai fréquemment et généralement donc on éloigne cette émotion. Sauf que, par exemple, dans l'art, on a pu voir la joie, la tristesse, la colère explorées de différentes manières depuis la nuit des temps. Et au final, la honte, très peu. Et donc là, je pense que c'est une source de création qui est vraiment très intéressante. Et Marina Abramovic, dans sa biographie, elle en parle très bien. Voilà, je pense on a exploré que 1/100 de l'émotion honte dans l'art et même d'ailleurs dans nos vies quotidiennes, oui. Et pourquoi alors, à ton avis, on n'explore pas assez justement cette dimension de la honte et même ce côté humoristique dans l'art Parce que les arts a toujours voulu être sérieux et justement pour être sérieux il faut éviter l'humour, sauf que justement on peut travailler sérieusement l'humour. Enfin c'est encore une fois c'est une matière et quand on découvre l'humour on voit bien que, je pense que d'autres personnes en parleront mieux que moi, mais on voit des ressorts, on voit des techniques, on voit des généralement, c'est un travail également. Donc, on peut voir les plus grands humoristes qui travaillent d'arrache-pied et qui testent et qui font évoluer l'humour également. Donc, un peu comme la sculpture qui a évolué, l'humour a évolué et continuera d'évoluer. Et en parlant d'évolution, justement, ça me permet cette petite transition pour te demander comment toi, depuis 2008, du coup, que tu es dans l'espace public, tu perçois un petit peu ton évolution. Déjà c'est constant parce que pour moi justement je suis artiste donc généralement c'est associé au mot créer et donc j'essaie d'être en perpétuelle évolution quitte à me déstabiliser moi-même ou alors les personnes qui peuvent me suivre malgré qu'il y a une trame qui est vraiment très présente et des passerelles qui sont faites entre mes différentes périodes. Mais oui, je me vois pas entre guillemets être inerte dans mon travail. Oui. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy.
Et je suis toujours en compagnie de Gilbert Koukalan aujourd'hui dans les masques tombent dans votre émission du 13h. Alors il nous reste pas beaucoup de temps, une petite minute. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous parler de tes projets pour l'avenir? Comment tu conçois l'avenir tout simplement? Avec plus de collectifs, donc ça va arriver prochainement. C'est également une construction parce que dans l'art, on a l'habitude de travailler tout seul, et donc c'est des habitudes à DFR. Donc j'apprends le collectif, donc c'est très intéressant. Et puis après, on va mener des offensives. Il y en a 8 qui sont en cours d'organisation, donc il y en a 4 qui vont se dérouler cette année, donc en France, et ensuite donc tout ce qui est édition, recherche et vraiment plus l'aspect théorie, donc qui va produire des textes et des livres. Merci beaucoup à toi Gilbert Koukalan en tout cas d'être venu nous partager ces mots sur la perception de ton art. Je rappelle une toute dernière fois qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et on se retrouve demain, on parlera du Fufu Festival, plutôt de cinéma, et je remercie aussi un grand merci à Pierre à la technique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis demain à 13h. Ciao. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org